pas certain que sur les 7, là, il soit utilisé. Il y en a 3. Au maximum, il y en a 3. Il y en a pas les 24 heures. Elle l'a bien résumé. Finalement, c'est donner la possibilité. Parce qu'on sait que. Oui, mais il y a de la demande. Exactement. Et puis, c'est donner la possibilité au commerce arnageois d'ouvrir s'il le souhaite pour ne pas être en perte de concurrence par rapport à ce qui peut se faire autour d'eux. Mais aujourd'hui, la pratique, elle est effectivement ce que tu viens de décrire. Aujourd'hui, sur notre territoire, elle est à 5 maxi. Quoi. Oui, parce qu'il ne voit pas aux 24 heures. Alors, pour cette histoire de demande classique, comme il faut mettre une date, on ne peut pas mettre 3 ou 10. 3 ou 10. Ah oui, Ou dans les deux autres dates, mettre 3 et mettre. Pas 10, 3 et 10, oui, de façon. 3 ou 10. Alors, est-ce qu'on a le droit de mettre 3 ou 10? Ou comme il y a deux dates libres, on met le 3 et le 10 en dessous, quoi. Pour pas qu'il soit coincé, surtout qu'on ne peut pas passer le délai, Thierry disait. Aujourd'hui, effectivement, on va avoir les dates figées des 24 heures du circuit dans un mois à peu près. Là, il est encore effectivement trop tôt, mais dans un mois, ça va être figé. Mais comme il se profile, il paraît 3. Mais c'est 3 ou 10, effectivement, pour l'instant. Moi, les prédates, c'est ça, 3 ou 10. On peut proposer les 2 autres dimanches parmi les 2 derniers novembre, le 12, le 10 ou le 3 juillet. Voilà, de façon à ce qu'il soit. Enfin, qu'il tombe dans la manifestation, quoi. Il est jamais ouvert. Bah, bon, là, il demande. C'est lui qui l'a demandé? Ah oui. Il y a une demande des touristes, quand même, avant de partir. Oui, non, mais si c'est lui qui le demande, parce que. Donc, voilà, c'est bon. Est-ce que vous êtes d'accord pour acter ces dates? Voilà, on sait, autour de la table, donc on va commencer. Je trouve que on banalise. On banalise l'ouverture du dimanche, que ce soit le Grand Arnage ou ailleurs. Ça a eu quand même, pour réintervenir sur ce que dit quand même, la première année, on était jusqu'à 12. Il y avait des communes qui demandaient 12. Il y a des communes qui demandent. Aujourd'hui, on l'a limité, on arrive à le tenir à 7. C'est un travail qui a été fait avec le métropole, avec l'ensemble de la métropole qui est. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, une commune qui aujourd'hui, jusqu'à 5, normalement, ne devrait pas délivrer. Jusqu'à 5, on ne délivre pas. Non. On ne délivre pas. C'est vrai que sur Arnage, on n'a pas besoin de plus de 5. Et le fait qu'il y ait des communes dans la métropole qui demandent cette dérogation, en fait, aujourd'hui, on est obligé de s'aligner dessus. Donc c'est vrai que cette loi, elle est plutôt mal faite, parce qu'on aurait renvoyé la responsabilité directement sur le conseil communautaire plutôt que sur le maire. Ça aurait été quand même beaucoup plus. Enfin, sur le conseil communautaire. Il y a aussi le débat. Oui, mais là, en fait, on délibère pour des dates qui sont fictives, puisqu'en fait, elles ne sont pas utilisées, et qui en fait, servent pour d'autres communes où ils vont ouvrir plus. Voilà, enfin, c'est ça. C'est assez compliqué. Mais bon. C'est l'actuel président de la République qui a mis en place ce truc qui est extrêmement compliqué. Avant, ça se passait beaucoup mieux. On interrogeait le maire, le conseil municipal et on donnait l'avis. Moi je voulais dire, personnellement, je vais à chaque fois, et je voulais dire quand même où je suis surpris que c'est surtout des commerces qui ne sont pas alimentaires qui veulent ouvrir, alors que les restos à Arnage ferment le dimanche, hein. Pas tous, mais pas. Ah oui, alors qu'avant, je conçois. Je veux dire, c'est tout le boulot, mais maintenant, tu vois, le dimanche, il n'y a pas beaucoup. Alors, après, il faut se dire que si les magasins demandent à ouvrir, c'est que les gens y vont. Voilà. Non mais honnêtement, on va quand même. S'ils ne faisaient pas un chiffre d'affaires qui couvre les frais, ils n'ouvriraient pas, ils ne sont pas fous. Les gens sont demandeurs. Moi, je vais revenir à ce que j'ai dit l'année dernière aussi sur ce sujet-là. Pour moi, la première chose à faire, c'est de sensibiliser les consommateurs. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a aucun commerce qui ouvre s'il ne gagne pas d'argent. Donc, et au fait, s'ils n'ouvrent pas des dimanches les gens vont faire quoi sur Internet. Donc maintenant, ils ont double concurrence. Alors moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi ils n'achètent pas le samedi. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi. Sur le fond, c'est d'une débilité profonde. Enfin, si on n'achète pas le dimanche, on achète le lundi, on achète le samedi. Enfin, c'est vrai, comme tu le dis, au niveau des consommateurs, il y a vraiment une éducation à faire. Enfin, c'est délirant qu'on soit obligé de décider de ça. Là. C'est un confort. C'est un confort d'ouvrir le dimanche, comme ça les gens, ils ont
2 jours, le week-end. Enfin, comme il y a moins de monde dans les églises, ils vont dans les magasins. C'est ça. Il y a deux arguments, j'ai envie de retoquer. L'argument que tu viens de citer, il y a des consommateurs, donc il y a un besoin. Attends. Enfin, il y a des consommateurs, donc si on ouvrait tous les jours fériés, il y aurait des consommateurs. C'est pas pour autant qu'il faut ouvrir les jours fériés. Donc cet argument-là, moi je le retoque. On entend aussi souvent l'argument, mais il y a des salariés qui veulent travailler le dimanche. Faut pas dire que c'est pas ça. Voilà, alors ça je ne conçois pas non plus, parce qu'ils veulent pourquoi? Parce que c'est payé plus cher. Bien sûr. La solution, c'est pas de les faire bosser le dimanche, c'est de les rémunérer un petit peu plus. Ils se prennent souvent des gens qui sont avec des salaires assez bas. Donc voilà, moi je pense aussi, j'ai voté contre aussi cette proposition-là, le repos dominical, je pense qu'il doit être préservé. On sait qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité, déjà dans le tourisme, dans l'hôtel-restauration, travaille le dimanche. Essayons de, la santé bien évidemment, essayons de ne pas en rajouter. Je ne pense pas que ça soit un besoin de notre société que d'ouvrir des magasins le dimanche. C'est du confort. Donc voilà, effectivement, il faut expliquer aux gens que bah non, on peut aller faire ses courses à d'autres moments. Pour revenir à ce que Thierry a dit, hein, effectivement, aujourd'hui, les commerces alimentaires, ils ont le droit d'ouvrir le dimanche matin. Ça, c'est clair. Ils peuvent ouvrir tous les dimanches matin. Donc, et on ne peut pas les compter. Et on grappille, parce que c'est pas vieux le dimanche. Non, mais je suis d'accord, on grappille. Donc, on parle bien de nous. Mais elle va aborder un sujet à l'instant. Il y a combien de gens, y compris autour de la table, qui vont aller faire des courses sur Amazon ou sur un autre site le dimanche, quoi. Et ça, c'est pas... Enfin, voilà. Donc, à un moment, je pense vraiment qu'il y a besoin de sensibiliser, de rééduquer au fait qu'effectivement, la consommation, elle n'est pas forcément une fin en soi. Ça, c'est la première des choses. C'est qu'on n'est pas obligé de surconsommer jusqu'à preuve du contraire. Hein, et c'est quand même là où on va. Et personne n'est exemplaire sur ce sujet. Et donc, après, une fois que les gens sont sensibles, j'espère en tout cas qu'on n'aura plus besoin d'ouvrir le dimanche matin. Le dimanche, le plus vite. Et en face, il y a des commerçants qui ouvrent parce qu'il y en a demande. Juste, il y a de la visite. Après, des fois on dit aussi, peut-être que c'est parce qu'on ouvre que les gens viennent. Si c'était fermé, mais c'est ouvert le samedi. C'est pas bien sûr. Ça, on ne saura jamais. Et la porte est fermée. Il y a des gens qui travaillent le samedi. Des fois, il n'y a pas de demande, on fait l'offre et les gens viennent. Mais c'est ce que je dis. Il faut éduquer les gens. Enfin, moi, moi, je peux comprendre que ce soit vraiment tellement fidèle dans les 24 heures, le genre classique, chez moi. C'est beaucoup pour les touristes, c'est pas... Très peu d'arnageois font les courses le week-end de 24 heures, on est pas fous, hein. Après, oui, c'est sûr. On fait nos courses avant. Mais ils donnent la possibilité. Oui, mais ils l'ouvrent pas parce que ça va. Que le matin. Quel dimanche? Ça arrive à faire Bah, s'il demande, hein. Bah, il met les dates au cas où. Je dis aussi en cas de... C'est le tiers à des échanges Pourquoi ça commence à se prévenir? Si en face, il ouvre, il veut, lui, de Moi, je voulais rajouter quelque chose. Je pense que ça va être crescendo. Là, on va pas diminuer les dimanches d'ouverture. On va les augmenter. Ça, c'est sûr. On verra pas ça, mais un jour, ça sera la liberté à tout le monde d'ouvrir quand il veut. Ouais, mais Thierry, tant qu'on a la possibilité au moins de le limiter comme on le fait là, on se donnera, c'est pour ça qu'on a élu. Je suis d'accord. On se donnera cette possibilité. Aujourd'hui, enfin, Serge l'a encore rappelé, et moi je trouve qu'on peut quand même se féliciter sur notre commune de n'avoir, sauf erreur de ma part, de n'avoir aucun commerce ouvert même le samedi matin. Pardon. Le samedi matin, ça sera maintenant, mais comme quoi, je fais la culture des dimanches matins dans mes courses. Mais il pourrait. Ah oui. Et puis le boucher, oui, mais c'est de la responsabilité qui est pas des choses. Et le marché, c'est uniquement pour certaines mairies. Non, c'est pas différent. Après, voilà, moi je suis pas pour non plus, on grappille les week-ends, je suis d'accord.
mais je ne veux pas empêcher nos commerçants en Ajoie de travailler. Il y a 25 ans en Alsace, il n'y avait pas un commerce ouvert le dimanche. Ah ben le samedi, ça fermait même à 17h. 17h, plus rien, même la boulangerie. Il y a 25 ans, il n'y avait pas d'espace. Voilà. Allez, donc, là, On va bien compter les votes parce que voilà. Hein. Donc, on va commencer par qui est pour, levez bien la main. Bah non, mais, voilà, ceux qui ont des procurations et qui votent pour un collègue, ils lèvent le nombre de mains qu'il faut. C'est compté, c'est bon, attendez. Qui est pour cette date. Oui, pour les 7 dates, ça veut dire pour... oui, non mais... C'est bon. Elle a compté. Maintenant, qui s'abstient 2. Qui est contre 9, normalement. Est-ce que le compte est bon? Parce que si jamais, on va refaire. Hein. C'est pas souvent qu'on a du vote comme ça avec... Faut prendre les noms. Faut prendre les noms? Oui, normalement, on met les noms des gens qui votent. Ah oui? Allez, relevez la main. Allez, on y va. Sylviane. Thierry Rebouillot. Martial. Céline Blondeau. Sylvain. Gardez, il y a qu'un Sylvain. Rémi. Alors, on a Isabelle et Jacqueline. Isabelle Frénéat, pardon. C'est 2 Isabelle et Jacqueline. Et on a Emmanuel. Brasseur de Emmanuel. Donc c'est bon? Ah mais non. Ah, il faut dire aussi les abstentions? Bénin et Denis pour les abstentions. Ah, je sais pas qu'il fallait mimer, dis donc. C'était bien. ça fait... bon, à nous assumer, c'est pas un problème, mais ça fait drôle. Ok, non, même pas. Ah non, mais je sais complètement Et si ça vous dérange pas. Bon, la grande différence, c'est pas la même chose. Donc là, c'est effectivement. Hop là, c'est l'avis sur la dérogation du repos dominical de commerce de détail accordé pour l'année 2022 pour les commerces de voitures et de véhicules automobiles légers et commerce de réparation de motocycles. Bon, la grande différence quand même, c'est que donc aujourd'hui il y a la proposition d'ouvrir 5 dimanches dans l'année et pour chaque branche, et ça émane aussi d'un accord de branche, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une négociation avec les organismes syndicaux ou autres pour déterminer ces dates-là, ce qui est la grande différence avec ce qu'on a déterminé, enfin ce qu'on a voté juste avant. Donc il est proposé pour la branche, oui, nationale. Pour la branche d'activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, l'ouverture du 16 janvier, du 13 mars, du 12 juin, du 18 septembre, du 16 octobre. Alors, moi j'y fais pas trop attention, mais on voit régulièrement effectivement des grandes opérations automobiles, enfin quand on traverse le boulevard de Morieux et le Faucheux. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour les activités de voitures et de véhicules automobiles légers. Et donc pour la branche d'activité de commerce et de réparation de motocycles, il est proposé le 3 avril, le 12 juin, le 25 septembre, le 11 décembre et le 18 décembre. Voilà. Alors j'ai pas plus d'infos que ça sur pourquoi ces dates-là au niveau des accords de branche. Donc je pense que j'en sais rien. Élise voudrait me répondre, mais j'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Si, tu as pour tout ce qui est réparation de motocycles, c'est lié aux manifestations organisées par la. Ah oui, il y en a une, c'est forcément les 24 heures, le Grand Prix, mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Pour la branche réparation de motocycles. Comment? Y a-t-il des remarques? On peut relancer le débat. Ok, on prend les mêmes. Allez, on y va, on vote. Qui est Pour. Bon, baissez les mains. Qui s'abstient? Alors, Claire, Guéna, Denis. Et qui est contre? Alors j'y vais. Sylviane, Thierry Rebouillot, Céline Blondeau, Sylvain Gardet, Rémi Eulin,
Isabelle Frénéard et Jacqueline Nardeux, et Emmanuel Brasseur. Je vérifie que le compte est bon. On va en reparler au prochain conseil. C'est bon? C'est bon, merci beaucoup. On passe à la suivante. C'est bon. D'accord. Oui, donc la délibération suivante, c'est un avis sur l'élargissement sur le périmètre de l'établissement d'enseignement artistique Django Reinhardt. Eh bien, on est typiquement dans le même type de délibération que l'élargissement de l'agglomération Le Mans Métropole. Effectivement, au printemps, la commune d'Ivry-l'Évêque a émis le souhait d'intégrer le syndicat intercommunal de musique. Et donc la proposition a été faite au syndicat. Le syndicat, au mois de juin, a délibéré en faveur de l'élargissement parce que pour des motifs aussi simples que l'entrée de la commune d'Ivry-l'Évêque est une rentrée qui se fait à pas feutré parce qu'effectivement on parle d'une inscription d'une petite unité, c'est-à-dire 14 élèves. Il faut remettre les choses en perspective. Le syndicat intercommunal de musique, c'est 500 adhérents, et donc là on parle d'intégrer 14 adhérents supplémentaires. Donc c'est effectivement un tout petit différentiel. Ça va normalement nous permettre de faire des économies, notamment des économies sur la structure de l'établissement, puisque effectivement quand on répartit les charges générales sur 5 collectivités au lieu de 4, forcément on réduit un peu les coûts, même si ça nécessite un accroissement d'activité. Et puis l'autre intérêt, c'est que ça permet de rééquilibrer l'offre de services sur le territoire, parce qu'effectivement aujourd'hui on se retrouvait avec 3 communes sur le sud de l'agglomération et Coulaines sur le nord-est. Et bien maintenant on aura Ivry-l'Évêque qui permettra aussi d'offrir plus de possibilités sur les cours en mutualisation entre Ivry-l'Évêque et Coulaines, parce que c'est vrai que sinon aujourd'hui on se retrouvait avec des gens qui, pour s'inscrire à un instrument par exemple, il n'y avait plus de place sur les cours sur Coulaines, ça veut dire descendre sur Rue-Audin, Arnage ou Mulsanne pour participer à ce cours-là. Donc effectivement ça rééquilibrera l'offre et ça permet d'accroître l'activité. Donc on vous demande si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Dans la mesure du possible, je répondrai. Mais effectivement, on est voilà, typiquement dans la même situation que pour la demande de Fatine. Voilà. Je voudrais savoir, du point de vue effectif par rapport à l'E1, on est comment cette année? Cette année, pour l'instant, alors il faut savoir que tout n'est pas encore validé en termes d'inscription. On est à 450 pour l'instant. Par rapport aux autres années, avant Covid, on est un peu en baisse. Un peu en baisse. Je te disais tout à l'heure 500 membres. Voilà, on est à 500 adhésions sur l'année dernière. Donc là, on est à 450. 452 exactement. Donc voilà. Sachant qu'il reste encore des dossiers d'inscription à valider. On a toujours nos charges qui restent stables. Si on a moins d'enfants, on aura moins de rentrées, on aura moins de... Oui, pour l'instant. Okay. Sachant que effectivement il y a eu déjà un travail qui a été mené au niveau de l'établissement d'enseignement artistique sur la répartition des charges, et notamment un effort significatif a été demandé dans l'organisation de l'établissement d'enseignement artistique, avec un passage à des cours, essayer d'éviter au maximum les cours individuels pour les nouveaux adhérents et proposer des cours de 20 minutes quand on est en individuel, 40 minutes quand on est en duo et 1 heure quand on est en trio. Ce qui permet aussi de développer une certaine émulation, et effectivement dans les nouvelles adhésions, on voit bien qu'il y a a priori une proportion bien plus forte de cours collectifs que de cours individuels. Voilà. Donc ça c'est un bon indicateur. Et on a fait le choix de contenir les tarifs au même niveau que 2021 pour les nouveaux entrants sur cette formule 20 minutes, par bloc de 20 minutes. Et en revanche, on a demandé un effort significatif aux anciens adhérents pour maintenir des cours à 30 minutes. Effectivement, on est sur une augmentation, allez, globalement sur l'année, sachant qu'il y a au moins 36 élèves par année, d'une trentaine d'euros. Voilà. C'est un effort significatif qui est demandé aux familles.
mais c'est aussi un effort significatif qui est aussi assuré par les collectivités partenaires. Parce que, effectivement, la charge est loin d'être neutre. Voilà. Pour rappel, la subvention versée par la commune d'Arnage est aux alentours de 125 000 euros cette année. Même 127. Des questions? On peut dire que ça peut, on peut préciser également que ça ne crée pas de nouveaux postes pour les 14 nouveaux adhérents. Ah, y a pas, non. Que c'est juste qu'ils vont aller pratiquer la musique sur Coulin. Alors ça crée de l'activité supplémentaire. Il y a bien des heures d'enseignement artistique à assurer. Ils ne vont pas tous à Coulin. Qui ne vont pas tous à Coulin. Ils sont aussi sur Ivry-l'Évêque. Donc forcément, voilà, il y a un coût, évidemment. Mais il y a aussi un coût qui est assumé par la collectivité d'Ivry-l'Évêque. Puisque aucun professeur n'a été remercié. Non. Il y en a un qui n'avait qu'une heure, ça arrangeait de ne plus la faire, il la faisait vraiment pour rendre service à sa commune. Donc cette heure-là est remise sur un professeur qui est déjà dans le EA et il en sera ainsi de suite chaque fois qu'il y en a un qui voudra. Mais pour l'instant, voilà, aucun professeur n'a été licencié si on veut être clair. De tête, c'est 7 heures de cours. Oui, c'est. Voilà. Faut remettre les choses en perspective. Pour l'instant, 7 heures de cours, on regarde plus de 1000 heures de cours distribuées sur l'établissement. On espère qu'Ivry-l'Évêque grossira au sein de l'EA, d'ailleurs c'est un peu son. C'est un peu là. Il met qu'à l'étranger. Il se fasse progressivement. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Oui, ils veulent le faire progressivement. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions. Qui est pour l'arrivée de Ivry-l'Évêque dans le EA et m'autoriser à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération qui est pour. Qui est contre? Il n'y en a pas. Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci pour eux. Allez, les effectifs. Donc, vous les avez eus sur table parce qu'on les a pris au plus juste, c'est-à-dire en fin de semaine dernière, vraiment. Parce que ça change beaucoup. Donc vous allez vous apercevoir que les effectifs ont un petit peu baissé par rapport à l'an dernier. En fin d'année, je vous redonnerai les effectifs, vous verrez, ils vont sûrement grimper parce que ça bouge tous les mois, voire toutes les semaines pour certaines écoles, c'est les mutations, c'est terrible. Donc on voit qu'à l'élémentaire Gérard Philippe, nous sommes à 196 élèves pour 202 l'an dernier. À l'élémentaire Auguste Renoir, nous avons 141 enfants pour 148 l'an dernier. Dans les maternelles, la maternelle Gérard Philippe, 111 enfants pour 121 l'an dernier. Et à Françoise Dolto, 91 enfants pour 94 l'an dernier. Et il ne faut pas s'affoler, les chiffres vont monter tous les mois. Alors, vous pouvez, voyez, à côté, vous avez les extérieurs ornages. Alors, les chiffres peuvent vous paraître un peu hauts. Ce ne sont pas des dérogations qu'on a accordées. Sont mis dans cette catégorie les enfants qui sont allophones, tous les enfants allophones, et les enfants du voyage qui ne sont pas domiciliés sur la commune. Ils sont considérés comme extérieurs. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir tout d'un coup 20 à l'élémentaire. Je suis surpris que les enfants allophones, ils sont domiciliés sur le Mans. Oui, ceux de la structure ne sont pas. Oui, d'accord. Donc, ils sont considérés comme extérieurs pour nous. Donc ça nous fait un total de 539 enfants sur nos écoles municipales pour 565 l'an dernier. Mais qui était le chiffre de fin. Hein. Donc je vous dis, en fin d'année, je vous redonnerai des chiffres. Ça aura sûrement changé. Au collège, ils ont 460 collégiens cette année pour 478 l'an dernier. Et au lycée, eux par contre, ils ont monté un peu, ils en ont 350 lycéens pour 341 l'an dernier. Donc une petite augmentation, ce qui nous fait sur la commune, en tout, que ce soit municipal ou pas, 1349 élèves pour 1384 l'an passé. Voilà, pour les effectifs de l'année. Pour les métiers techniques. Ben oui, oui. Mais parce que je pense que ça commence à être valorisé aussi. Donc là, on ne vote pas, hein, les chiffres sont ce qu'ils sont. Hein. On ne vote pas, c'est Vas-y, Céline. J'ai une question.
qu'il y en a qui sont dans des logements diffus. Ouais. Et d'ailleurs, dans le nombre, ils en ont 3 qui sont biélorusses. Et par contre, ils ne sont pas dans les dispositifs ADOVA, donc c'est un peu plus... Ils n'ont pas le même alphabet. C'est un peu plus compliqué. Mais ouais, c'est un peu compliqué. Oui, oui, il y en a dans des logements diffus. Ouais. Et il y a aussi, je te dis, des gens du voyage qui sont sur des terrains, mais c'est pas forcément leur terrain de résidence. Ils sont là pour 6 mois ou 4 mois. Cette histoire-là, ils sont pas comptés dans les effectifs, ils sont bien dans nos écoles. Oui, non, mais nous, on les considère, on les met, alors ils sont dans les effectifs que j'ai dit. Non, mais les enfants allophones, là, ils sont dans nos écoles. Oui. Non, parce que ça vaut le coup quand même de Avec un professeur dédié pour certaines heures, mais pas toutes. Non, mais ça vaut le coup de s'interroger quand même. Parce que le fait de se dire ils sont rattachés au Mans, enfin, je veux bien. Mais le jour où on est un peu juste, et puis qu'on va nous dire, vos chiffres, parce que c'est vrai que là, faut quand même. Bon, il n'y a pas de risque, mais on voit quand même qu'on a quelques baisses. Il ne faudrait pas qu'à un moment on nous dise, attendez, vos chiffres font qu'on ferme une classe, alors que derrière, on a une. Je crois qu'il faut quand même être prudent sur cette situation. Enfin. Alors attends. Par contre, ils en tiennent compte quand même dans les classes parce que c'est quand même ce qui avait fait que il y avait eu des donateurs de classe. Ils comptaient quand même qu'il y avait ces enfants. Il faut en plus trouver des classes parce que pendant certaines heures de la journée, ils sont dans une classe avec un professeur dédié. Donc ils en tiennent compte quand même. Hein. Enfin, pour l'instant, ils en tiennent compte. Nos effectifs ne sont pas à craindre pour l'instant. Les programmes qu'on a en cours, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire pour les années à venir dans nos écoles. Je pense que ce serait, même si ça peut sembler vastement arithmétique, mais c'est vrai qu'il serait souhaitable que les enfants qui sont allophones et qui sont résidents à un âge soient comptabilisés. Effectivement, qu'on spécifie qu'on ait éventuellement une colonne disant qu'on accueille des enfants allophones, donc des enfants qui ont des besoins spécifiques en termes d'accompagnement, mais qu'on le voit apparaître, mais qu'on les considère comme étant majeurs. Ah bah attends, nous on les considère. Ils sont comptés dans les effectifs de la oui. Ah non, ils sont dans les effectifs. Oui, là, les 20 sont dans les 196, oui, attention. Mais évidemment, non, mais c'est le côté. Mais il y en a certains qui vont rester que 4 mois. Oui, mais c'est le côté extérieur à un âge. Pour moi, ils ne sont pas extérieurs à un âge. Alors, ça doit être l'adresse qui est donnée parce que le système, parce que voilà. Moi, j'ai demandé pourquoi autant. J'avais fait un peu peur quand même. Et on m'a dit, bah c'est voilà, ceux-là, on doit les mettre dans. Et du personnel dédié a été affecté cette année? Oui. Bah, tout de suite. Sur ce point-là, il faut savoir qu'en fait, on ne peut pas faire de brassage entre classes. Donc les enfants allophones qui sont répartis sur 6 classes différentes, il y a du personnel dédié, mais qui les reçoit classe par classe. Ils ne peuvent pas être tous regroupés. Donc ils ont très peu de temps en fait de personnel dédié. Et donc aussi peut-être pour les enseignants dans les classes. Donc c'est très difficile pour les enseignants. C'est très compliqué. Et les 3 Biélorusses ne sont pas dans le... Parce que alors là, c'est... Qu'en est-il du personnel spécifique pour accompagner les gens du voyage? Il y a une période. On attend toujours la personne à... Il n'y a personne. Donc là, il n'y a personne. Enfin, à l'école, il y a personne. À l'AG, la semaine dernière, il y avait encore personne, mais ils ont fait la demande. Ils doivent attribuer, hein, ça y est. Alors, la réponse leur a été donnée. Parce qu'en plus, ils sont tous revenus en force. Les gens du voyage. L'an dernier, on n'en avait que 2. Ils ont quitté l'école pendant 1 an et demi, ces enfants. Et ce qui veut dire, c'est qu'ils sont donc revenus, tant mieux, avec un gros retard. Très gros retard, parce que c'est compliqué pour les prêtres, parce qu'on les a mis quand même dans les classes de leur âge. Et voilà, ils n'ont pas tenu compte du fait qu'ils avaient sauté 1 an et demi. Ils ont tel âge. On avait le cas d'une petite fille qui voulait faire son CM2. Elle a l'âge de la 6e, ils l'ont mis en 6e. Et c'est dommage parce qu'elle va ramer. Et ça, c'est un peu dommage. Elle était prête à faire un CM2. Ouais, c'est pas encore bien calé, ça, je trouve, l'organisation de ça. Ah, voilà pour les effectifs. Ça, on le voit. C'est un contact, comme on dit. La 56. Donc le titre est long. Le film va être très court. C'est un avis sur la demande d'enregistrement au titre de la rubrique 2221-1 de la nomenclature des installations classées. Projet de construction d'un site de production de produits alimentaires d'origine animale porté par la société Charcuterie Caume.
Donc la charcuterie Côme va s'agrandir, tout simplement. Donc il avait déjà fait un agrandissement pour les produits bio. Et là, ils ont encore besoin d'un autre agrandissement. Et comme on est dans un périmètre d'1 kilomètre, on demande l'avis des communes. Donc le Mans, quoi, qui sont au Mans, mais les communes qui sont à 1 kilomètre, et on est à 1 kilomètre avec l'oiseau, on demande l'avis sur cet agrandissement. On a des plans, on a quoi? Au niveau de la gauche. C'est tout près. Oui, bah, oui, on a 1 kilomètre de la Gautry. La Gautry, c'est rien. Mais voilà. Après, bon, la charcuterie Côme, c'est quand même une entreprise. On se fournit beaucoup pour la restauration scolaire, parce que c'est local. 1 kilomètre, je crois qu'il n'y a pas plus local pour avoir la charcuterie et la viande de porc, même les steaks hachés, on fait pour des steaks hachés de bœuf sur nos restaurations. Il n'y a pas plus. Donc, je sais pas ce que. Moi, je dis, je sais pas ce qu'on n'a pas plus. Mais voilà, bon, ils s'agrandissent. En face de Vous le verrez. En face de chez eux. C'est en face d'où ils sont. Sur l'autre côté du boulevard? Non, non, pas au boulevard, quand tu rentres. Ah, dans le. Voilà. Mais ils sont toujours dans le site de ce qu'on avait autrefois. Comment ça s'appelait autrefois ce grand site Oui, mais bah, c'est là. C'était le complexe des abattoirs. Ah, voilà. C'est dans le complexe des abattoirs. À l'entrée à gauche. Voilà. Face à gauche. Oui. Qui émet un avis favorable Ah, pardon. Ouais, je me suis un peu questionné à la lecture de ce dossier-là. Je crois qu'on peut se féliciter qu'une entreprise sartoise prospère, s'agrandisse, c'est une bonne chose. Après, je me suis posé la question, mais c'est quand même pas. Est-ce que c'est le modèle de demain de produire plus, toujours plus, de passer à une phase industrielle de production de charcuterie? Alors que, bon, à Côme, à l'origine, c'était plutôt artisanal, tout ça. Donc, on se pose la question de. Enfin, je me pose la question de industrialiser. En France, peut-être pas, mais de façon assez importante, cette activité-là, et les impacts qu'il peut y avoir sur l'environnement, l'écologie, parce que forcément, si on grossit et qu'on industrialise plus, ça veut dire qu'on va exporter plus, exporter hors Sarthe, par France. Donc nous, on peut solliciter qu'on puisse avoir des produits locaux grâce à Côme dans nos cantines, mais ça veut dire qu'ils vont distribuer un peu plus largement aussi. Donc l'impact environnemental est forcément un peu plus difficile. Après, ce qui m'a rassuré, c'est qu'en lisant le dossier, il y a quand même des choses techniques très pointues et que tout est regardé de A à Z. Du début des travaux, c'est-à-dire comment on évite les poussières pendant les travaux et ça, et pendant la phase d'exploitation de cette industrie alimentaire, il parle quand même de tout ce qui est écoulement des eaux de pluie, le traitement des eaux usées, le recyclage des déchets, donc les déchets biologiques vont être utilisés pour l'alimentation animale, les huiles et graisses qui vont être utilisées comme des biocombustibles, voilà, les éventuels rejets, tout est absolument détaillé dans le document. Et voilà, donc ça rassure quand même. Même si une démarche assez quand même environnementale, mais je ne sais pas, Thierry l'a visité il n'y a pas si longtemps que ça, parce que suite au film Manger sans goûter. Donc ils ont dû en parler. Le modèle, clairement, aujourd'hui, c'est Côme, c'est quand on parle avec Joël Côme, qui est le patron, qui est le créateur de l'entreprise. Aujourd'hui, ça reste familial. La structure capitalistique, elle est familiale. Alors, en fait, il y a une vraie volonté. C'est vrai que pendant un moment, ils sont interrogés sur est-ce qu'on n'est pas un moment où soit on passe sur un modèle exponentiel et qui se rapproche de quelques grands producteurs de rillettes qui sont situés plutôt sur le métro-modéré, où on reste familial. Il y a une vraie volonté, aujourd'hui, quand on échange avec eux, une vraie volonté de rester. Et ils ont même fait une démarche inverse, c'est-à-dire qu'à un moment, ils avaient commencé à envisager de passer sur une taille plus grande, enfin sur des marchés plus grands. Et au nom de la qualité, en fait, ils se disent qu'aujourd'hui, c'est quand même le modèle le plus pertinent. Et donc, ils sont revenus, dans la structure capitaliste, ils sont revenus sur quelque chose de beaucoup plus familial, avec vraiment cette volonté de rester sous cette corde. Donc là, il y a une opportunité aussi de se moderniser, parce que c'est aussi important. C'est vrai que quand on va dans les bâtiments, il y a besoin de se moderniser. Le deuxième aspect, quand même, c'est vrai que je ne suis pas là pour défendre le code, mais aujourd'hui, localement, j'ai découvert, notamment par le biais de l'émission, c'est qu'il y a des engagements fermes avec des producteurs de porc
dans le département, et sur lesquels, le modèle est plutôt intéressant, c'est que là, il y a eu la crise du porc, sur le prix du porc, c'est le marché de mémoire, ça va être Plérin, je crois, dans les Côtes d'Armor, où le prix s'est effondré. Aujourd'hui, comme assure à des producteurs locaux, et moi je suis allé en voir pas très loin d'ici, assure un tarif qui permette aux deux de s'y retrouver. Voilà, donc lui, c'est du fait de production locale, et derrière, le producteur est aussi sûr d'avoir un débouché à un tarif qui n'est pas en fonction du marché qui est fixé en conséquence sur des prix plus élevés. Voilà, donc c'est aussi un gage de qualité derrière sur l'approvisionnement de la filière. Et puis Com était dans la démarche alors effectivement des gros charcutiers déjà, mais qui ont porté comme à un moment la volonté d'obtenir une IGP pour les veillées de vie, qui n'a pas pu s'obtenir parce qu'il y avait déjà été positionné d'autres opérateurs, il y a un peu de lobbying aussi, et qu'effectivement il fallait sécuriser la filière. Et pour sécuriser la filière, Com était parti dans une démarche de qualité en travaillant avec une provenance, en ayant la volonté d'obliger, pour avoir le label Riette du Mans, à ce que les porcs viennent de la région, soit de la région, mais de la région de la Sarthe essentiellement. Ce que n'ont pas réussi à convaincre tous les opérateurs de la filière. Et effectivement, il y a un certain nombre de rillettes qui sont fabriquées par chez nous, et dont les porcs viennent parfois de plusieurs centaines de kilomètres, si ce n'est plus. Donc c'est problématique, effectivement, et c'est ce qui a empêché d'obtenir une labellisation qui aurait été préservée l'identité. Aujourd'hui, effectivement, ils dépendent d'une image de qualité, et c'est vrai que c'est bien de les encourager à suivre dans ce sens. Notamment, ils ont encouragé, c'est qu'un autre producteur associé avec qui on travaille, c'est le petit potager, je crois. Le petit potager avec lequel on travaille, c'est aussi Com qui l'a encouragé. Voilà, qui a toute une filière, même un produit laitier et tout, c'est tout un réseau là. Donc il fédère une logique de territoire. Oui. Ok. C'est bon. C'était les informations, ça. Non, mais un vote. Oui, il faut émettre un avis favorable sur leur agrandissement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci. Ah, la délibération suivante. Participation et engagement de la collectivité pour le programme ACT 2. Alors, je vais essayer de vous le faire clair. C'est pas... Donc, le programme ACT 2 consiste à aider en fait, les collectivités qui s'engagent dans les projets de rénovation énergétique. Donc, pour cela, les collectivités doivent définir un projet de stratégie énergétique en identifiant des projets prioritaires. Et ce programme permettra de solliciter des financements pour la réalisation des audits énergétiques. L'inverse me surprendrait. Dans le cadre des projets de réhabilitation de la salle polyvalente de la Gautrerie et du gymnase Fernand-Luçon. Dans le acte 2, il y a plusieurs axes. Il y a financer les projets de rénovation, notamment dans l'aide au diagnostic énergétique du patrimoine, identifier les projets porteurs visant à des actions d'optimisation énergétique, faciliter les outils d'aide à la décision sur l'efficacité énergétique et accompagner les collectivités dans les projets de maîtrise d'œuvres porteurs d'objectifs connectés à la performance énergétique des bâtiments. Donc le montant global maximum des fonds attribués au territoire sera de 16 350 €, sous réserve du respect total des sommes et projets fixés dans le cadre de l'annexe financière. Parce que si on respecte nos engagements financiers, ce que ça va coûter. Et pour un coût global de projet de 51 166,67 €. Alors nous, ça serait donc l'axe 1 qui est l'étude énergétique pour 2500 €, qui représenterait 2 audits énergétiques. Donc on pourra mettre dessus nos deux diagnostics, pas facile, 2 diagnostics énergétiques pour les deux salles.
les 2 bâtiments, et l'axe 4 qui serait la maîtrise d'œuvre pour 13 850 €, représentant une étude de maîtrise d'œuvre, notamment dans le cadre des projets d'envergure. Je ne sais pas sur quel dossier on va le mettre, mais de toute façon, en tout cas, hein. Voilà. Et dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, le Pays du Mans recrutera un économe de flux qui sera mis à disposition des communes du groupement. Et pour pouvoir bénéficier de tout ça, il faut être signataire de la convention avec le Pays du Mans. Donc en fait, c'est pour aller chercher des financements. Hein. Et le but, c'est quand même toujours d'avancer sur l'isolation numérique. Ah oui, dans ce but-là. Hein. Les économies d'énergie, de fluide, l'économie financière et puis aussi les économies de CO2 que ah oui, chacun oui. peut arriver à faire en avançant. C'est bien de le rappeler. Ah oui, oui, oui. Donc tout ce qui est dans nos souhaits, nous, tant qu'à faire maintenant de rénover. Et donc là, il faut délibérer sur décider de participer à l'opération groupée de financement d'actions en faveur de la rénovation énergétique, de s'engager à réaliser les actions en faveur de la rénovation énergétique, évidemment, hein, inscrites dans les conventions et l'annexe financière, parce que pas tout touche l'argent, mais il faut aussi le mettre sur ces projets-là, et de m'autoriser à signer la convention de mise en œuvre avec le Pays du Mans et la FNCCR, ainsi que tout document se rapportant à la mise en place de l'opération. Je ne sais pas ce qu'est la FNCCR, mais ça doit être un organisme... Fédération nationale. Mais ça, je l'avais. Commune rurale à la fin. C'est pas grave. Ça fait R, ça fait rural. Et tout, c'est qu'on nous donne de l'argent. Allez, qui est pour... Ah, pardon, excuse-moi. En fait, on s'engage donc à mener d'ici 2023 2 audits énergétiques et une étude de maîtrise d'œuvre. Oui. Est-ce que les audits énergétiques qu'on a déjà fait dans le cadre des réhabilitations qu'on prévoit là peuvent être comprises dedans, ou est-ce qu'il faut vraiment en faire 2 autres d'ici 2023? C'est quand même dans 1 an et demi. C'est sûrement parce qu'on positionne les bâtiments-là. Ça veut dire que ça va nous coûter quand même de faire ces audits énergétiques. On va avoir des aides grâce à ce dispositif-là, mais ça va nous coûter. C'est ça? Oui, j'ai peut-être pas bien compris, hein, mais... Oui, non, c'est bien ça. Est-ce qu'on est sûr qu'on va avoir des projets sur des bâtiments de la commune d'ici 2023? Non, t'es pas obligé de mettre en place les projets. Par contre, tu peux très bien te dire, dans 5 ans, on a pour ambition, ou dans 4 ans, on a pour ambition de réhabiliter tel bâtiment, et donc on fait les audits énergétiques en 2023, et tu fais les travaux, mais tu peux très bien faire les travaux que 2 ans plus tard. Et une étude de maîtrise d'œuvre aussi, en fait. Je ne sais pas si pareil, ça peut être... Ça pourra rentrer. Oui, mais l'autre aussi, c'est pour la botterie et le gymnase. Les deux sont éligibles. Oui. D'accord. Mais j'ai cru comprendre, par contre, au début du conseil municipal, dans ce qui avait été signé en début, ce que tu nous avais annoncé en début, que tu avais signé un truc avec la, je sais plus, la société SQDEFI ou le bureau d'études énergétiques pour une audit énergétique pour le gymnase Clermont-Luçon. Non, SQDEFI, attends, je te retrouve. c'est pas ça. Ça, c'est après, c'est pour l'achat et la gestion des énergies pour la mairie d'Arnage. C'est ça. En général. Il y a 2 points avec SQDEFI. Alors, il y a celui-là. Et attends, il n'y a pas les il y en a un qui concerne l'audit énergétique. SQDEFI là, audit énergétique pour la salle polyvalente de la Gautrerie à 1950. Ben oui, il va rentrer dedans. Il peut déjà être fait. Il peut déjà rentrer dans le filet. Oui, d'accord. Puisque c'est les 2 bâtiments qu'on a placés. Donc d'accord, celui-là, donc ça a un il est déjà effet fait. Ah non, on n'en refait pas un 3e parce qu'on a déjà fait un. Un audit, c'est un audit. C'est bien. Non. On est sûr que ça rentrera. Ah. Si tel est le cas, c'est parfait. Ah oui, c'est tout l'intérêt. C'est pour ça que nous, on va sur les axes A et 4 sur lesquels on peut demander vas-y, Guénard. Du coup, le financement, là, c'est à quelle hauteur, du coup? Parce que moi, on participe à l'opération groupée de financement. C'est quelle opération? 16 350. Non, nous, en tout, l'étude énergétique d'un côté à 2500 et 13 850. 16 350 €. Ça va nous coûter 16 000 €. Non. On va demander 16 350. Non, c'est au total, ça coûte 16 300 €, et en fait, ça va être réparti en fonction des projets. C'est attribué? Non, c'est affiché. Attribué, les fonds attribués. On s'engage à participer au financement groupé, là.
Non, pas Moi, du je tout. comprends pas. C'est une enveloppe qui est mise à disposition des communes qui signent la convention accès 2, qui suit le accès 1, et ça permet d'émarger. Il y a une somme, et suivant les communes qui ont des projets ou pas, on émarge à cette enveloppe-là, et on peut avoir des financements pour les audits et le maîtrise d'œuvre, mais ça ne nous engage pas du tout sur une éventuelle dépense. Au contraire, c'est pour avoir des Et au subventions maximum, pour c'est ces 350. sujets-là. Ce qui veut dire que si on ne s'inscrit pas dedans, on s'aliène forcément des financements. Ah bah oui, là tu C'est peux que pas du faire les plus, demandes. en fait, c'est que du plus. C'est que du plus, tu peux pas faire une demande si tu t'es Voilà. pas mis dans Et le non. groupement. Mais ça ne nous coûte pas de nous mettre dans le groupement. Non, du tout. Ça ne nous coûte rien. On paierait de toute façon On a des l'audit revenus énergétique Mais parce normal. T'as pas tous en même temps. On paierait l'audit énergétique normal. Ah, mais de toute façon, on faisait. sera Et obligé par de contre, payer. on pourrait demander quelque chose. Voilà. Parce que pour avoir d'autres genres de subventions, il va bien falloir qu'on prouve qu'on fait 30-40% d'économie d'énergie sur nos bâtiments. Ça va nous permettre d'aller chercher des financements pour la rénovation. Et pour ça, il faudra les audits. Donc de toute façon, on est obligé de faire des audits sur de la grosse rénovation de bâtiments. Après, du coup, si, comme disait Manu, effectivement, les deux projets qu'on a faits sont inclus, ça va, parce que je suis pas sûre. C'est pas à la salle de la loterie qu'on avait fait un audit trop tôt et qu'on a dû en refaire un. Ouais, C'est pour ça quand tu disais tout à l'heure, Willy, que C'est parce qu'il y on avait la devait chaudière faire des après. audits, C'est ça. C'est parce qu'il y avait la chaudière, donc on était obligé de refaire pour englober la chaudière. D'accord. Mais l'audit, ça y est, il est fait. Après, il a quand même une durée. Oui, c'est vrai, mais l'audit, c'est 6 mois. Pour moi, Si, l'audit, il y a un temps. L'audit énergétique, c'est que 6 mois. C'est que 6 mois. Ouais, Ça, je parle là. C'est pas un diagnostic, attendez, c'est pas un diagnostic de maison, hein. Non, C'est non, un audit, là, c'est pas pareil. c'est Hein. l'audit, mais il y a une audit qu'on est obligé de refaire parce que le délai Parce était qu'on avait, passé. et on n'avait pas mis la chaudière. Donc ça rejoint ce que Manu disait, que si tu fais une audit, tu lances pas le projet derrière et que 6 mois après ton audit est plus valable, il faut refaire l'audit. Juste qu'on soit sûr. L'audit, il est pas valable, je crois que l'audit, il est valable. Et t'es sûr que c'est un audit, c'est pas un diagnostic, je suis pas. Voilà, mais on peut Peut-être. confondre un diagnostic, ça c'est un niveau de 6 mois, mais un audit c'est pas pareil, un audit c'est un audit. C'est Hein. valable 10 ans. l'audit. Voilà, un audit c'est pas un Pour moi, c'était diagnostic. Hein. diagnostic, combien? Ah ben oui, Pour moi, c'est le diagnostic que l'on avait fait, qui n'était plus valable, qu'il fallait refaire effectivement. Parce que là, si on n'est pas l'audit, la chaudière dedans. mais un audit en plus c'est pour te permettre d'aller chercher des financements à plein de contournement métropole ou tout ça pour dire que tu vas faire 40% d'économie d'énergie. Donc tu touches tant, si tu en fais 30, tu touches tant. Ça c'est l'audit. Le cycle de performance énergétique, les sommes. Ah, Les sources peuvent pas se fermer. oui, mais le diagnostic, c'est l'instant que tu consommes au moment. C'est pour ça que c'est des 6 mois. C'est des cycles de performance. C'est des performances, voilà. C'est pas- L'audit, Pour éclaircir, le conseil municipal avait fait une FNCCR, Ah oui. c'est Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. concédante. J'aime bien le concédant. Et c'est quoi une collectivité concédante? C'est-à-dire que quand elle gère de l'eau, elle gère de. Voilà. Ah. C'est régie, c'est. Et ça, d'accord. Ok. Moi, je pense que je m'en rappellerai pas la prochaine fois, je vous le dis tout de suite. Bon, est-ce que vous êtes. Alors, on va quand même. Il y a d'autres remarques? Non. Donc, on va voter sur 3 points. Décider de participer à l'opération groupée de financement d'actions en faveur de la rénovation énergétique. Hein. S'engager à réaliser les actions en faveur de la rénovation énergétique inscrites dans la convention et l'annexe financière. Et m'autoriser donc à signer la convention de mise en œuvre avec le Pays du Mans et la FNCCR, ainsi que tous les documents rapportant à la mise en place de l'opération. Qui est pour? Pour avoir l'argent? D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Céline. C'est Laurent. Oui, donc ça va être rapide, c'est un petit avenant au règlement intérieur pour les locations de salles. En effet, depuis que la crise sanitaire est arrivée sur notre territoire, on n'a pas eu l'occasion de louer beaucoup les
l'avenue et la salle de spectacle. Il n'empêche que l'activité reprend et qu'on va avoir des possibilités, et il était impérieux d'intégrer dans les règlements intérieurs les conditions sanitaires. Effectivement, c'était une clause qui n'existait pas jusqu'alors dans les contrats de location, et donc effectivement, c'est les engagements des preneurs de lieux pour faire respecter à leur charge tous les gestes et les contrôles sanitaires qui s'imposent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bernard? Qui est pour?